Bon, on va couper la musique. J'espère que ça va très bien. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourrosé, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme nerveux, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino. Vous pouvez aussi m'appeler La Mouga. Alors, nous sommes devant cette caméra pour parler de Laurent Gbagbo. Pourquoi Laurent Gbagbo n'a jamais été un homme de paix? Nous allons relever les causes pour lesquelles je dis qu'il n'a jamais été un homme de paix. Oui, un homme de paix, il va jusqu'au bout de ses idées. Un homme de paix, ce n'est pas quelqu'un qui parle de la paix et après, il nous montre une autre face. Est-ce que vous comprenez? Alors, avant de commencer cette histoire de Laurent Gbagbo, j'aimerais parler de... J'ai un produit. Voilà, donc demain, les premières bouteilles seront disponibles pour les hommes qui sont impuissants, tous les hommes impuissants. Voilà, quand je dis impuissant, cela ne veut pas dire tu n'es pas homme. Tu peux être homme, mais sur le lit, tu n'es pas trop efficace. De la manière, tu allais être efficace. Donc, pour tous ceux qui aimeraient passer des commandes, alors la bouteille, pour ceux qui sont en France, c'est 15 €. Ceux qui sont en dehors de la France, c'est 30 €. Voilà, c'est une petite bouteille, mais très efficace. Mon frère, tu prends ça, tu ne vas jamais regretter. Ma soeur, si ton copain ou ta copine, ou bien ton mari, il est incapable de te mettre bien au lit, ne tarde pas à passer la commande pour lui. Comme ça, tu seras satisfaite. Alors, bon, laissons ce côté-là et parlons maintenant de Laurent Gbagbo. Vous voyez, Laurent Gbagbo, il nous a fait croire en Côte d'Ivoire qu'il était un homme de paix. Quand la guerre est arrivée en 2002, nous avons connu toutes sortes de négociations. Les années qui ont suivi. Laurent Gbagbo a gracié tous les rebelles de Côte d'Ivoire sous prétexte qu'il voulait la paix. Il n'y a pas de souci. Il nous a même imposé un ministre, un enfant venu de nulle part appelé Soro Guillaume, qui était le grand rebelle de Côte d'Ivoire qui a tué des Ivoiriens. Il a dit non, essayons cette pilule, même si elle est amère, on n'a qu'à essayer ça comme ça. Il nous a imposé ce grand rebelle qui a terrorisé les gens, qui a assassiné des gens en Côte d'Ivoire, dont certaines familles ont été en deuil par Soro Guillaume et ses groupes. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo n'a pas tenu compte des familles qui ont été meurtries, qui ont été en deuil par Soro Guillaume et son groupe, ou bien ses groupes armés et tout. Et il a gracié aussi Soro Guillaume. Il a même nommé Soro Guillaume comme ministre. On dit, mais Gbagbo, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, la pilule la même, mais essayons ça au nom de la paix. Il n'y a pas de souci. On dit, ok, au nom de la paix, ok, les Ivoiriens acceptent. C'est-à-dire, tu as imposé certaines choses aux Ivoiriens et quand on te demande, tu dis, non, c'est au nom de la paix que tu as fait ça. Il n'y a pas de souci. Pourquoi en 2010, tu n'as pas quitté aussi le pouvoir au nom de la paix? Voilà. Parce que quand on parle de ça, on dit, non, 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 c'est pas lui qui avait perdu les élections, c'est Alassane, donc il ne pouvait pas quitter. Ah bon? Donc quand il nous imposait Soro Guillaume et tout ça là, il faisait ça pourquoi? C'était pas au nom de la paix. Mais si au nom de la paix, tu as fait des concessions, au nom de la paix,
Tu as gracié des rebelles. Au nom de la paix, tu as nommé des enfants rebelles. Parce que Soro Guillaume était un enfant rebelle, un terroriste. Tu l'as nommé en tant que premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, après le président, c'est lui qui venait. Et c'est Soro maintenant qui forme un gouvernement. Il crée un gouvernement de rebelles pour gouverner le peuple ivoirien. Les 24 millions d'Ivoiriens. Un rebelle nous fait un gouvernement et il nous gouverne. Et Laurent Gbagbo a accepté ça. Et il dit aux Ivoiriens que non, c'est à cause de la paix. Mais en 2010, il fallait aussi quitter le pouvoir au nom de la paix. Puisque tu n'es pas un sanguinaire, Gbagbo. Gbagbo, tu n'es pas un sanguinaire. Gbagbo, au nom de la paix, là, tu obliges les Ivoiriens à accepter certaines choses. Pourquoi face à Alassane Ouattara, tu n'as pas quitté le pouvoir? Voilà ma question. Donc, les pour Gbagbo, les Gola, répondez. Si votre champion aime tant la paix, en 2010, il allait réunir les conditions pour quitter le pouvoir. Parce que ce que les gens nous font croire, ils nous disent que Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui ne voulait pas la mort de son peuple. C'est quelqu'un qui ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit divisée. C'est quelqu'un qui ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit terrorisée. C'est quelqu'un qui ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit vraiment dans le chaos. C'est quelqu'un qui ne voulait pas que les Ivoiriens meurent de jour en jour. Il n'y a pas de souci. On comprend, on accepte vos propos et tout. Mais ma question est que lorsqu'il y a un problème entre deux individus, et ce problème ne se limite plus entre vous deux, mais va au-delà de vos propres intérêts, et que vos problèmes impliquent, c'est-à-dire vos problèmes créent des ennuis à la nation et aux citoyens qui y vivent, alors vous devez tenir compte de ça. Et toi, on dit il y a deux éléments qui se disputent une place. On dit l'autre c'est un sanguinaire et l'autre c'est un homme de paix. Mais quand tu vois l'esprit dans lequel l'autre il est, et que tu sais que si tu ne démissionnes pas, l'autre il est prêt à tout pour prendre le pouvoir, même s'il faut la guerre, il est prêt. Toi qui aimes tant la paix, toi qui aimes tant la vie de tes citoyens, toi qui aimes tant ta nation, mais tu démissionnes. Donc, moi, ce que j'aimerais demander au Gbagbo, vous dites que Laurent Gbagbo n'a jamais voulu que les Ivoiriens meurent. Il n'a jamais voulu le désordre en Côte d'Ivoire. C'est un homme de paix, c'est un homme qui aime son pays, qui aime sa patrie, qui aime ses citoyens. Okay. En 2010, là où Gbagbo dit qu'il a gagné, Alassane dit qu'il a gagné. Gbagbo, il n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant, c'est un vieux. Il a été à l'école, il n'est pas illettré. C'est un homme qui est lettré. C'est un historien de surcroît. C'est quelqu'un, il connaît le monde, comment le monde fonctionne. Et il voit son adversaire politique en face de lui, qui revendique la victoire. Lui aussi, il revendique la victoire. Laurent Gbagbo devrait savoir que ne pas quitter le pouvoir, cela allait engendrer le chaos. Et comment? Parce que c'est-à-dire sur ses propres propos et les propos de ces militants-là, on va les attaquer. Comme Laurent Gbagbo, tu aimais tant les Ivoiriens, tu aimais tant la Côte d'Ivoire, tu as imposé des rebelles aux Ivoiriens, tu as fait un gouvernement de rebelles. Ah oui, parce que Soro était Premier ministre, c'est lui qui a fait son gouvernement. Donc tu as imposé un gouvernement de rebelles aux Ivoiriens. Et tout ça, tu disais, c'était au nom de la paix. Ok, donc en 2010, là, Laurent Gbagbo, pourquoi tu n'as pas quitté le pouvoir au nom de la paix que tu voulais? Si tu quittais le pouvoir, les Ivoiriens et le monde entier allaient dire, ah vraiment c'est quelqu'un qui aime la paix. Cela ne montrait pas ta faiblesse. Au contraire, cela montrait combien de fois tu aimais ton peuple et que tu ne voulais pas que ton peuple meure. Tu ne voulais pas que ton peuple périsse. Tu ne voulais pas que ton peuple aille en exil. Parce que tu es conscient que dans un pays, s'il y a la guerre, les gens y fuient. D'autres sont portés disparus. Il y a des maladies. D'autres sont emprisonnés. D'autres meurent. Et tout, Laurent Gbagbo était conscient. Mais il n'a pas pensé à tout ça. En un mot, Laurent Gbagbo n'a jamais été un homme de paix. Tout ça, il a menti aux Ivoiriens durant les années passées. Parce qu'il a signé un accord avec Soro Guillaume qui disait que ouais, Soro Guillaume allait s'allier à lui pour combattre le camp Ouattara. Voilà c'est que les deux se sont dit. Donc, la seule condition, c'était de gracier tous les rebelles pro-Soro qui combattaient aux côtés de Soro Guillaume. Et nommer Soro Premier ministre. Cette histoire d'accord de Lina Makoussi et tout ça, c'est des trucs à dormir debout. Laurent Gbagbo avait un plan commun avec Soro Guillaume. Mais c'était de mal connaître Soro. Sinon, il n'a jamais lutté pour le bien-être du peuple ivoirien. Sinon, si réellement le peuple ivoirien lui tenait à cœur,
il savait dans quel esprit Alassane était. Il savait que Alassane n'allait jamais faire de concessions. Il savait que Alassane était supporté par certaines grandes puissances du monde. Et toi, quand tu n'as pas les moyens pour faire face à certaines situations, mais tu recules. Si Soro Guillaume t'a fait reculer, je dis bien Soro Guillaume, ou la France, c'est-à-dire où les États-Unis ne s'affichaient pas encore pour dire Soro Guillaume, on soutient Soro Guillaume, on te donne 48 heures pour nommer Soro Guillaume en tant que ministre, on te donne temps pour gracier tous les rebelles. Ils ne t'ont pas mis la pression, ils ne t'ont pas donné 48 heures pour que tu gracies tous les rebelles de Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je n'ai pas vu où ils ont donné un ultimatum à Laurent Gbagbo pour dire si tu ne gracies pas les rebelles de Côte d'Ivoire, on va t'enlever au pouvoir, on va te combattre. Moi, je n'ai pas vu ça. Mais Laurent Gbagbo l'a fait. C'est-à-dire, Soro Guillaume, lui seul, il t'a obligé à gracier tous les rebelles. Maintenant, Alassane, tu arrives sur Alassane. Derrière lui, il y a le monde entier. Les médias le soutiennent. Les grands hommes puissants le soutiennent. Et toi, Laurent Gbagbo, c'est là maintenant tu veux faire bras de fer. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Où tu allais faire bras de fer contre Soro là? Tu n'as pas fait ça, hein? Tu n'as pas fait ça. Hein? Tu as fait des concessions. Tu as fait n'importe quoi. Et maintenant, lui-même qui est soutenu par le monde entier, c'est là-bas maintenant tu veux montrer tes muscles. Où tu sais que les Ivoiriens vont beaucoup mourir là. C'est là-bas maintenant tu veux faire un truc au bras de fer. Voilà ce que Laurent Gbagbo a fait. Voilà pourquoi je dis il n'a jamais été homme de paix. Il n'a jamais été homme de paix. Parce qu'il savait que ces décisions qu'il prenait, ça allait peser sur le peuple ivoirien. Il savait que ne pas quitter le pouvoir, ça allait créer la mort, ça allait créer le désordre. Et puis on dit il y a 2 candidats. Il y a 2 personnes qui revendiquent le pouvoir. De la manière les gars nous font croire, on dit bon, Alassane c'est un vent en guerre. Ok, d'après vous, vous avez un vent en guerre en face de vous. Quelqu'un qui est assassin, d'après vous, quelqu'un qui est assassin, quelqu'un qui est un terroriste et tout, qui a un esprit de tuer son peuple. Et toi, qui es un homme de paix, qui a un esprit de sagesse et tout, tu ne veux pas que ton peuple meure. Mais lorsque tu sais qu'il y a un affrontement, lorsque tu sais qu'il y a un duel entre toi, homme de paix, entre toi, homme de truc, de sagesse, et lui qui a un esprit terroriste, un esprit de va-t-en-guerre, quand c'est comme ça, pour éviter que celui qui a l'esprit de va-t-en-guerre assassine ton peuple, tu quittes le pouvoir. Et tu fais un communiqué pour expliquer à ton peuple, pour dire je quitte le pouvoir, ce n'est pas parce que j'ai perdu les élections, je quitte le pouvoir parce que je tiens à vous et je ne veux pas que vous mourrez. Donc je me retire parce que je sais que si je fais un duel avec mon adversaire, alors je sais que beaucoup de personnes vont mourir. Et pour éviter que les gens meurent, pour éviter que ma nation tombe dans le chaos, je préfère me retirer. Comme je l'ai déjà fait toujours avec les anciens rebelles, je les avais graciés et tout, je vais rester dans cette logique, dans cette philosophie. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Et il dit on va aller jusqu'au bout. Toi tu peux aller jusqu'au bout, est blanc. Tu peux aller jusqu'au bout. Ça chauffe maintenant, il dit Désiré Tagro, il faut faire sortir le drapeau blanc. On sort pas, il n'y a pas de drapeau blanc ici. Tu vas aller jusqu'au bout. Il pense qu'il devient jeune. Tu vieillis et tu dis on va aller jusqu'au bout. Et tu envoies enfin des gens dans l'histoire des drapeaux blancs. On dégaine sa bouche, c'est-à-dire on bousille sa bouche avec un truc, avec une balle très chaude. Et enfin de quelqu'un meurt à cause de tes mauvaises décisions. On va aller jusqu'au bout. Tu connais ce qu'on appelle au bout. Il arrive à la CPI, il dit c'est la France qui a fait le travail. Mais qui ne sait pas que la France a fait le travail? Babo même. Ce vieux-là, c'est pas la peine. Quoi. Il dit c'est la France qui a... Mais tout le monde sait que c'est la France qui a fait le travail. Et puis, il est là encore. On va aller jusqu'au... Toi, tu peux aller jusqu'au bout blanc. Vraiment, ils n'ont rien compris, hein, ces gens-là. Vous pensez que vous êtes dans les émotions. Toi, en tant qu'un vieux, en tant qu'un homme sage, tu devrais quitter dans les émotions et comprendre les réalités du terrain. Sache que le fait de les accuser, le fait de dire c'est eux qui ont fait le boulot, le fait de dire on va aller jusqu'au bout, de la manière, dans ton camp, toi Laurent Gbagbo, dans ton camp, il y a des radicaux qui veulent en découdre. Parmi les blancs aussi, là, il y a aussi des radicaux qui veulent en découdre. Parmi le camp Ouattara, il y a des radicaux qui veulent en découdre. Et ceux qui se disent qui sont les familles des victimes, il y a des gens qui sont pacifistes
Et il y a des gens qui sont des radicaux, qui veulent en découdre avec Gbagbo. Donc quand c'est comme ça, là, on ne peut pas revendiquer la radicalisation chez soi et prétendre que de l'autre côté aussi, il n'y a pas de radicalisés. Non, non, non. Partout là, il y a des radicaux. Donc quand c'est comme ça, on tient des bons discours. Il faut apaiser les cœurs. Et ceux qui sont des radicaux, pour pouvoir les permettre d'apaiser un peu leur cœur et mettre un peu d'eau dans leur verre. Comme ça, ils pourront relâcher l'affaire. Toi, on t'accuse. Les gens diront que tu n'as rien fait et que la justice t'a acquitté. Acquitté, ça veut dire les faits dont on te reprochait. Il n'y a pas de preuve. Et que tu es blanchi. Hein? Tu es blanchi et tout. On t'a blanchi, on t'a lavé. Voilà, tu n'es pas incriminé, tu n'es pas... Mais comme il y a des radicaux, ils vont toujours dire que tu as commis des crimes. Que tu veux ou pas. D'autres diront que tu as commis des crimes. C'est comme côté Alassane. On dit il a fait rébellion. Alassane était terroriste et tout. Que c'est lui qui a fait le coup d'État. C'est lui qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, ils n'ont pas de preuves. Hein. Ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont jamais porté plainte et montré une preuve palpable aux Ivoiriens, au peuple ivoirien, qui atteste réellement qu'Alassane a déstabilisé le pays. Mais malgré ça, là, ils accusent toujours Alassane. C'est comme il y a des pro-Alassane qui disent Gbagbo a fait tant. Mais malgré ça, ils n'ont pas encore apporté une preuve devant la CPI pour dire Gbagbo a fait. Donc, dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont dire lui l'a fait, mais ils n'ont pas de preuves. Donc, quand c'est comme ça, on sait que dans les deux côtés, il y a des radicaux. On apaise les cœurs. Et tu dis, on va aller jusqu'au bout. Toi, tu peux aller jusqu'au bout, est blanc. Mais il va te fatiguer. Les blancs, ils vont te fatiguer. Ils vont te faire juste quand tu vas mourir là-bas. Même si les gens savent que ce sont eux qui ont fait et que ils te détruisent là-bas. Ils font tout pour te tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es le seul Africain qu'ils ont tué en Afrique? Vous n'avez jamais entendu parler de l'esclavage en Afrique, la traite négrière, où ils ont tué 200 millions d'Africains. Vous pensez que c'est l'histoire de Gbagbo là qui va les influencer? Arrêtez ça. Ils ont tué Kadhafi aux yeux du monde entier ici. D'où avec des bombes. Tout le monde était au courant. Je dis bien tout le monde était au courant. Ils ont pris des avions, ils sont allés bombarder. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. On ne sait même pas où il y a son corps. C'est allé où? Nulle part, mes frères. Ce n'est pas parti quelque part. Et toi, Gbagbo, tu dis allons jusqu'au bout. Ton aller au bout, là, ça va changer quoi? Dans l'histoire de la France-Afrique, ça va changer quoi? Tu n'es pas le seul. Les Thomas Sankara, les Sylvanus Olympio, les Patrick, ceux-là, ils ont été tués. Les Kadhafi, c'est aller où? Est-ce que le fait de dire on va aller jusqu'au bout, là, c'est ça qui va empêcher d'autres Africains d'être impliqués dans la France-Afrique? Les gens, ils font leur business, tu dois comprendre. Tu es un historien. Tu devrais comprendre et essayer de négocier, essayer de mettre bas la terre. Mais je préfère dire au pro-Gbagbo aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'a jamais été un homme de paix. Il a été à la base de ce qui s'est passé. Tout en n'écartant pas aussi Alassane. Parce que lui aussi, il n'avait pas été habité par la sagesse en 2010. Laurent Gbagbo, la sagesse l'avait fui. Alassane, la sagesse l'avait fui. Bédié, la sagesse l'avait fui. Donc tous les trois, ils étaient habités par des démons qui les ont poussés à tuer les gens parce qu'ils ont mis leurs égos devant. Ils n'ont pas tenu compte des intérêts généraux du peuple ivoirien. Ils ont tenu compte de leurs propres intérêts. Où ils devaient faire le dialogue, la diplomatie et faire tout pour trouver une solution. Et même, pourquoi pas, créer un gouvernement d'union où tous les partis politiques allaient être impliqués pour éviter un bain de sang. Ils ne l'ont pas fait, ils ont plutôt choisi la violence. Les trois, ils sont dedans. Gbagbo a choisi la violence, Alassane a choisi la violence, Bédi a choisi la violence. Et c'est dans cette violence-là, 3000 Ivoiriens sont morts. Donc, on ne peut pas écarter, on ne peut pas faire croire que l'autre, c'est un homme de paix, l'autre est un homme de guerre. Jamais. Je ne suis pas de ce côté-là. Je ne suis pas de ce bord. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tous les trois, ils ont été des hommes de guerre. Ils ont été des hommes de guerre. Et dans la vie, lorsque tu perds la guerre, on te juge. Ah oui, mais c'est comme ça. On dit les vainqueurs
Jugeons les vaincus. C'est comme la guerre, soit disant guerre mondiale, mais je peux dire guerre européenne. Première guerre européenne, deuxième guerre européenne. C'est que les gens appellent guerre mondiale parce qu'en Afrique, on n'a pas connu guerre, même si les Africains sont venus pour apporter leur grain de sel, hein, à la France et aux alliés de la France et tout. Mais je peux dire les guerres européennes. Ceux qui ont gagné là, c'est eux qui ont écrit l'histoire. Et on étudie l'histoire comme ça. Tu veux ou pas? Mais si on demandait aux Allemands, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et que les Allemands donnaient leur vraie version, ça allait être différent de la version qu'on attend, qu'ils ils ont mis dans nos têtes pour dire, bon, Hitler a fait ça, Hitler. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est parce que ils n'ont pas laissé les autres expliquer pour eux. Donc en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Quand tu te joues les dangereux, les dangros, et que tu perds, mais on écrit l'histoire pour toi. Ce n'est pas à toi maintenant de venir écrire l'histoire. Donc les probabos devraient comprendre cela. Dites à votre babou de se calmer. S'il connaissait l'histoire et qu'il était historien, il allait comprendre que là, on ne fait pas bras de fer. On fait doucement. Pour s'échapper, il faut faire doucement. Pour ne pas te jouer les dangereux. Sinon, tu vas rester là-dedans. Et si tu restes là-dedans, les Africains, ils vont s'affoler et puis c'est fini. Ceux mêmes qui vont s'affoler, c'est ceux-là même qui vont aller encore manger ceux qu'ils accusaient hier. Est-ce que vous, les membres du FPI, là, vous ne les voyez pas? Ceux qui se jouaient les dangereux en 2010, là, beaucoup se sont ralliés au RADP, non? Est-ce que j'ai menti? Beaucoup se sont ralliés au RADP. Or, ces gens-là qui se sont ralliés au RADP en 2010, si on vous disait que ceux-là, ils allaient se rallier, d'autres allaient dire jamais de la vie. Mais ils se sont ralliés. Et ceux qui se jouent les dangereux, on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Vous allez voir, dans 2 ans, ils seront encore avec les RADP. Ils seront encore avec les mêmes blancs. Là. Donc, quand c'est comme ça, quand vous comprenez l'histoire et que vous savez que c'est comme ça, prenez conscience. Si on vous disait que Johnny Pacheco allait changer là, qui allait croire? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Pantalon sauté, série Dakar, comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas tourné? Et c'est comme ça, le monde. Vous devez comprendre. Histoire de dire on va aller jusqu'au bout, tu n'iras pas au bout. Tu n'iras pas jusqu'au bout, il faut demander pardon et puis c'est tout. Menez la diplomatie, essayez de mettre bas la terre parce que vous n'avez jamais été des hommes de paix. Vous avez été toujours des hommes de guerre. Voilà pourquoi la sagesse ne vous a pas habité et le démon a pénétré vos cœurs afin de tuer les Ivoiriens. Et c'est ce que nous avons vécu. Donc je pense que 2020 sera une autre année. Cette fois-ci, la sagesse va vous habiter. Vous allez tenir compte des intérêts généraux et non des intérêts ventraux de chaque individu que vous êtes. Parce que c'est vous qui dirigez les partis politiques et le peuple ivoirien se met derrière vous pour le bien-être de notre pays. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de développement. C'est nous qui venons en Europe, c'est nous qui envions les autres pays. Mais imaginons, les années 80, mais la Chine n'était pas comme ça. La Chine était un pays pauvre. La Côte d'Ivoire était émergente que la Chine. La Corée du Sud était au même niveau que la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas la Chine. La Chine est maintenant la deuxième puissance économique du monde. A une très grande armée. Et nous, on est où? On confie toujours notre sécurité à la France qui elle-même est incapable de s'occuper de sa propre sécurité, qui met sa sécurité dans les mains de l'OTAN, sinon que de l'Amérique. Vous voyez où on est? On devrait être autonome sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Maintenant, on est incapable. Est-ce que c'est une malédiction pour les Noirs? Voulons-nous toujours la guerre? Mais tant qu'il y aura des guerres, on ne pourra jamais se développer. C'est la paix qui permettra à notre pays, à notre nation de se développer. Donc les radicaux, les radicalisés, comprenez, et changez vos manières de penser, changez vos pensées, changez vos conceptions de la vie. La politique, ce n'est pas comme ça. Donc je pense que les Ivoiriens vont grandir cette fois-ci. Et en 2020, ils vont mettre leurs égos de côté et ils vont penser aux intérêts généraux. Est-ce que vous comprenez? L'intérêt général est très important. C'est très important. Ceux qui n'ont pas connu l'exil, ils seront
ils seront les premiers à crier. Mais quand ça va péter, c'est ceux-là qui iront en exil. Quand ils vont aller en exil, c'est là ils vont comprendre, ah, si je savais, n'a pas de queue. Laurent Gbagbo, vous pensez que si on lui demandait de tenir un autre discours, vous pensez qu'il va encore dire qu'on ira jusqu'au bout? Il ne dira pas ça. Il va changer de bouche. Comme c'était le début, il pensait que c'était une affaire de aller-revenir. Quand il apparaît pour la première fois à la CPI, il pensait que c'était facile. Donc arrivé là-bas, il dit on va aller jusqu'au bout. Mais les années qu'il tape là-bas, si on lui donne encore micro Gbagbo, qu'est-ce que tu penses? Tu veux aller encore jusqu'au bout ou bien tu veux faire les négociations pour ressortir? Il va dire, mes frères, négociation est bien. Est-ce que vous comprenez? Il ne va plus encore tenir les mêmes discours qu'il avait tenus dès sa première apparition. Ça veut dire quoi, tout simplement? La prison, ce n'est pas un Eldorado, la prison n'est pas un paradis. La prison est une calamité. La prison est un enfer sur terre. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Laissez la haine de côté. C'est passé, c'est passé. Gbagbo n'est pas un saint, il n'est pas un dieu. Si la guerre arrivait, c'est que lui-même aussi, il a cautionné la guerre. Parce que c'est vous qui avez dit à Alassane, c'est un terroriste et tout. Bon, quand tu es en face de toi un terroriste qui est prêt et qui est déterminé à massacrer son peuple pour prendre le pouvoir, et toi, tu n'as pas la même vision. Tu te dis, bon, toi, tu protèges ton peuple, tu luttes pour ton peuple. Quand c'est comme ça, tu démissionnes. Tu te dis, puisque tu sais que lui qui est en face de toi, il ne va pas démissionner. Il est prêt à tout. C'est-à-dire, même si c'est pour massacrer son peuple, il est prêt à ça. Maintenant, toi, oh, tu te dis, tu aimes ton peuple, tu as l'amour pour ton peuple. Là. Tu fais comment? Vous êtes des chrétiens, non? N'est-ce pas? L'histoire de Jésus, ils l'ont cloué à la croix, n'est-ce pas? Selon votre Bible, selon la Bible, on dit Jésus a été crucifié. Mais Jésus n'avait-il pas le pouvoir de massacrer tous ceux qui le crucifiaient? Il avait le pouvoir. Il pouvait faire, je ne sais pas, il avait la magie, il pratiquait aussi la magie. Il avait le don, il avait le pouvoir. Il pouvait utiliser la magie ou le pouvoir pour anéantir tous ses ennemis. Mais s'il a accepté de se clouer à la croix, c'est pour sauver les autres. Et donc aussi Laurent Gbagbo acceptait de quitter le pouvoir, c'était pour sauver aussi son peuple. Mais d'autres diront que non, il a accepté cela, la prison, pour le bien-être de son pays. Non, il n'a pas accepté la prison parce qu'il y a eu des morts. Des morts. C'est pas comme ça on sauve son pays. Hein. Il y a eu des morts, il y a eu un chaos généralisé. Et aujourd'hui, on ne peut plus bien circuler en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des petits microbes qui regardent bédou des gens. Il faut donner ton bédou si c'est lourd. Et puis il t'agresse un couteau. On ne peut plus à cause de la guerre, à cause de la conséquence de la guerre. Donc Laurent Gbagbo n'a pas sauvé la Côte d'Ivoire. Jamais, loin de là. Au contraire, il a créé un désordre populaire en Côte d'Ivoire. Et ça a créé des morts. Donc Gbagbo ne peut pas être un saint. Jésus, au contraire, lui, il s'est donné, c'est-à-dire, il a accepté la mort pour tuer, pour ne pas que ceux qui voulaient lui faire du mal fassent du mal à ceux qui croyaient en lui. Est-ce que vous comprenez? Mais Laurent Gbagbo, il pouvait quitter le pouvoir pour dire, bon, je ne veux pas que ces gens-là touchent à mon peuple, donc moi, je dégage. Mais s'il dégageait, est-ce que les rebelles allaient rentrer à Yopougon pour tuer des gens? Est-ce que ceux qui supportaient aussi Laurent Gbagbo, ils allaient aller à Bobo pour tuer des gens? Ils n'allaient pas le faire. Ils n'allaient pas le faire. Personne n'allait aller à Bobo, personne n'allait aller à Yopougon pour verser le sang. C'est ça on dit aimer son peuple. C'est ça on dit vraiment tu tiens compte des intérêts de ton pays. Mais quand tu dis non, et puis tu t'opposes, et puis il y a mort maintenant, on t'arrête. Tu dis non, j'ai fait des sacrifices pour sauver mon pays. Tu n'as pas fait de sacrifice. Au contraire, tu as tué ton peuple. Christophe Kragbe-Nyagbe, vous dites Alassane n'a pas sentiment. C'est ça que je dis. C'est vous qui dites Alassane n'a pas sentiment. Donc Alassane, s'il n'a pas de sentiment, vous savez, vous dites il n'a pas de sentiment. Est-ce que c'est quelqu'un qui tue? C'est un sanguinaire et tout. Ok. Donc il lutte le pouvoir et Laurent Gbagbo, il dit il a gagné. Et lui, il s'en fout. Si c'est pour tuer des gens ou pas, lui, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Il est capable. C'est-à-dire, dans sa philosophie, il faut marcher sur le peuple pour prendre le pouvoir. D'après vous, non? Ok. Donc lui, que les Ivoiriens meurent ou pas, il s'en fout. Maintenant, vous qui dites que Laurent Gbagbo, il a des sentiments, il adore son peuple, il adore sa nation, il adore tout ce qui est en Côte d'Ivoire et tout. S'il avait vraiment des sentiments, il n'allait pas lutter le pouvoir.
il allait quitter le pouvoir et c'est un grand sacrifice. C'est-à-dire quand tu quittes le pouvoir et tu fais entendre à ton peuple que je quitte le pouvoir à cause de vous, pour ne pas que vous mourrez, ça on dit quelqu'un, il s'est sacrifié. Il a sacrifié son trône pour son pays et son peuple, pour protéger les intérêts de son peuple. Mais lorsque tu refuses de quitter le trône et que tu dis, on va aller jusqu'au bout, on va faire la guerre, c'est que tu ne protèges plus ton peuple, tu protèges plutôt ton trône. Tu protèges ton trône et là, ça crée des morts. Ça a créé des morts, des exilés. Les grosses têtes de la Côte d'Ivoire, beaucoup sont morts. Hein? D'autres sont restés en exil. Voilà. D'autres sont incapables de venir en Côte d'Ivoire pour travailler. D'autres ont pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller développer le Ghana et certains pays de la sous-région. Ils ont construit des buildings et tout. Oh, pourtant, la Côte d'Ivoire a besoin de ces buildings, a besoin de cet argent pour se développer. Ils ont préféré plutôt enrichir d'autres pays que d'enrichir leur propre pays. Voilà ce que cela a causé. Donc, vous ne pouvez pas dire Alassane est mauvais et que Gbagbo est bon. Non, tous les deux, ils sont mauvais. Voilà ce que je tenais à dire. Donc, tous les deux sont mauvais et vous devez admettre cela. Je pense que ceux qui ont l'esprit ouvert, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Ceux qui comprennent, qui ont un cerveau développé, qui comprennent, ils savent ce que je suis en train de dire. Et donc là, vous ne pouvez pas contester cela. Vous ne devez pas contester, vous devez accepter ce que je dis, puisque c'est la vérité. Je n'ai rien inventé. Je m'appuie sur des faits. Et ces faits ont été vécus par tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, ainsi que le monde entier. Donc voilà ce que je tenais à dire. Bédier, voilà, en 99. Si on dit quelqu'un aime son peuple, c'est Bédier. Dans les années 90, même si en 2010, il a été habité par le diable pour venir encore tuer son peuple, mais en 99, quand le coup d'État a été fait, Bédier pouvait dire non, je n'accepte pas. Il pouvait riposter. Ah oui, Bédier pouvait riposter. Il pouvait prendre d'autres. Parce que l'armée ivoirienne, il y avait d'autres quand même qui supportaient Bédier. Il pouvait dire non, moi je ne quitte pas le pouvoir. Et que je vais mater tous ceux. Vous pensez qu'en 2000, entre Gueye et Gbagbo, vous avez vu la guerre se déclencher? C'est ça, on dit Gueye aimait son peuple. Gueye, là, il aimait son peuple. Parce que de la manière que Gbagbo et Alassane ont fait, là, Gueye aussi pouvait faire ça. Il va dire je ne bouge pas. C'est lui qui gouvernait, non? Qui était à la présidence? N'est-ce pas Gueye Robert? Qui avait organisé les... N'est-ce pas Gueye Robert? Il pouvait dire Gbagbo je ne quitte pas. Et que j'ai gagné. Gbagbo allait dire il a gagné. Gueye allait dire il a gagné. Et une partie de l'armée allait se rallier à Gueye. L'autre allait se rallier à Gbagbo. Il allait avoir affrontement. Des Ivoiriens allaient mourir. Mais je ne dis pas qu'en 2000, il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts. Mais Gueye a préféré se retirer parce qu'il voyait la situation. Il se disait non, si je veux contester le pouvoir à mon homologue ou bien à mon adversaire, Gbagbo, vraiment, les Ivoiriens qui vont périr, ce n'est pas la peine. Il a préféré se retirer. C'est comme ça on dit quelqu'un aime son peuple. Cela ne veut pas dire que Laurent Gbagbo avait gagné ou bien Gueye avait gagné. Jusqu'à présent, en 2000, on ne sait pas qui avait réellement gagné les élections. Qui avait réellement, entre Gbagbo et Gueye, on ne sait pas qui avait réellement gagné les élections. Puisqu'ils n'ont pas publié tous les résultats dans de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas publié tout. Donc nous ne savons pas qui a gagné. Mais Gueye s'était retiré parce qu'il ne voulait pas un bain de sang immense. Sinon, il était militaire. Il pouvait dire donc, je vais mater Gbagbo et son groupe et ses militants. Si les militaires se liaient à lui, tout peuple, c'est-à-dire la population, qui était derrière Gbagbo, qui sortait dans les rues, Gueye allait dire tirer sur eux, tirer sur ces gens-là. Et il allait arrêter Gbagbo. Quoi qu'on dise sur le général Gueye, je pense que c'était un homme de paix. En tant que militaire, il n'a pas réagi de la manière que Gbagbo a réagi. Bédier en 99, un coup d'État frappe son régime. Est-ce que vous comprenez? Un coup d'État frappe son régime. Bédier pouvait dire, pas question, je n'accepte pas cela. BAE là, ça ce sont des policiers que Bédier a créés. BAE.
qui est basé à Yopougon. Ça, c'est Bédié qui a créé cette armée-là. C'est une branche de la police. Mais il pouvait utiliser ces gens-là pour dire faites front. Et tout. Il avait tout l'argent. Qu'est-ce que Bédié n'a pas? Oufoué lui a laissé, il a pris certains héritages d'Oufoué. Il pouvait dire, moi, Bédié, je n'accepte pas. Il pouvait aller payer des armes. Il avait des relations dans la sous-région. Il pouvait prendre des armes, armer des gens pour faire la guerre à Gueye. Mais Oufoué ne l'a pas fait. Bédié ne l'a pas fait. Il a accepté. Gueye face à Gbagbo, il ne l'a pas fait. Il a accepté. Maintenant, Gbagbo face à Alassane, lui, il ne veut pas accepter. Il dit, si c'est la guerre, on va faire la guerre. C'est quelqu'un qui aime son peuple, ça. Et vous voulez le faire passer pour un saint? Je ne suis pas de cet avis-là. Je ne suis pas de ce bord. Quand il y a... C'est-à-dire, quand ça y est, là, la vérité, là, il faut dire la vérité. Il ne faut pas tourner autour de la vérité parce que tu aimes ton leader. Non, je ne suis pas comme ça. Si tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. C'est comme si aujourd'hui, Alassane, il fait des bêtises. Si c'est bon, ce n'est pas bon. On cautionne parce que c'est Alassane et que l'homme le supporte. On va coûte que coûte, on le dit. Non, 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 c'est pas comme ça. L'hypocrisie n'est pas bien. Quand quelqu'un il fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Mais si tu ne dénonces pas, il va penser que tout ce qu'il fait, c'est bien. Non. C'est pas normal. Il faut dire à la personne ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Et la personne va dire, ah, les gens de mon camp même me critiquent, c'est qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais si c'est le camp adverse qui critique, ils vont dire, oh, ceux-là, ce sont des aigris, des jaloux. Bon, on a l'habitude de les voir, ils font ça. Bon, ils ne vont pas tenir compte de ça. Mais quand les gens de ton propre camp te critiquent, automatiquement, vous en rendez compte que on a dépassé les limites, on a dépassé les bornes, on a fait quelque chose qui les déplaise en fait. Donc on va changer. Vous savez, Philippe Mangou, c'est un grand général. Il avait vu que Laurent Gbagbo ne pouvait pas résister. Quoi qu'on dise, que Mangou a trahi et tout, non, c'est un général, c'est quelqu'un qui a étudié la guerre. Quand tu vois que face à l'ennemi, ou bien face à l'adversaire, tu ne peux pas faire le poids, mon frère, ce n'est pas la peine de t'engager, donner l'espoir à tes éléments, à tes hommes. Parce que lorsque tu t'engages dans une guerre, c'est que tu donnes de l'espoir à tes hommes. Parce que en tant que général, c'est à toi de dire à tes hommes, si vous pouvez, par rapport au matériel dont vous disposez, si vous pouvez faire tenir, c'est-à-dire tenir tête à l'adversaire ou pas. Mais lorsque tu vois que tu es incapable de tenir tête à l'adversaire, vaut mieux de dire, on ne peut pas, je ne fais pas la guerre, je démissionne. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu vois quelqu'un, tu vois ton ami garçon, tu sais que tu ne peux pas le frapper, mais tu te déshabilles, tu frappes les jeux déjà, mon frère. Et s'il te casse la gueule, il t'arrache les dents, tu vas dire quoi? Quand tu vois que tu ne peux pas tenir, tu lui dis calmement, mon frère, tu as gagné, c'est tout. Est-ce que ça va enlever ton nom? Et je donne raison à Philippe Mangou. C'est maintenant que je comprends. En tant que général qui a étudié l'armée, qui a fait les études sur l'armée, il sait qu'est-ce que c'est que l'armée. Faut-il s'engager ou il faut-il se désengager? Philippe Mangou avait déjà compris qu'il ne pouvait pas faire le poids. Et si Laurent Gbagbo avait suivi Philippe Mangou, je pense que les Désiré Tagros n'allaient pas mourir. Ces 3000 Ivoiriens n'allaient pas mourir parce que Mangou avait déjà compris. D'autres ont dit il a trahi, mais est-ce que c'est Mangou qui fait la guerre? Il a trahi, bon, lui c'est rallié, mais ceux qui n'ont pas trahi là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ceux qui sont restés loyaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pu défendre les Ivoiriens, ils ont pu défendre Gbagbo. Ils ont fait quoi aujourd'hui? Ils sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Si Mangou était là, est-ce que c'est ce qui allait changer les données? Ça n'allait rien changer. On n'a pas les matériels, il n'y a rien. Pour faire front, quand tu vois que tu ne fais pas le poids, vaut mieux de démissionner. Tu dis clairement que je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Parce que tu n'as pas une capacité. C'est comme les États-Unis. Ce qui s'est passé au Golfe Persique.
quand l'Iran a battu le drone américain, Donald Trump, il a dit, il a annulé les frappes de représailles en moins de 10 minutes. 10 minutes avant les frappes, il a annulé. Pourquoi? Parce qu'il y a des généraux américains qui sont là-bas, au Moyen-Orient, qui ont dit au président, ah président, notre force militaire est dissuasive. Non, on a une grande armée que l'Iran et tout, mais si tu frappes l'Iran, l'Iran va riposter. Et nous qui sommes dans les bases américaines ici au Moyen-Orient, on risque de payer cher. Monsieur le Président, il ne faut pas provoquer une guerre avec l'Iran parce que ça va peser sur nous. Et nos alliés aussi vont subir l'Arabie Saoudite, Israël. Donc il ne faut pas faire ce genre de choses. Le président a dit ne frappez pas. Parce que si l'Amérique n'avait pas des alliés et n'avait pas de base militaire, il y a longtemps l'Amérique allait attaquer. Mais elle voit que si elle attaque, ses intérêts sont en jeu. Le pétrole saoudien ne va plus circuler parce que l'Iran va lancer des missiles, détruire les trucs, voilà, pétroliers et tout, lancer des missiles dans les bases américaines. Même si l'Amérique gagne, mais elle va perdre. Elle risque de perdre beaucoup de bateaux, elle risque de perdre son influence au Moyen-Orient et tout. Donc, les généraux qui sont là-bas, qui ont étudié, qui connaissent le terrain, ont dit au président ne fais pas. Il a écouté. Mais en Côte d'Ivoire, quand les généraux parlent au président, oh, tiens un traître, ils ne tiennent même pas compte. Oh putain, on ne sait même pas sur quoi ils comptent. Quand un général te dit, mon président, on ne peut pas, il faut tenir compte de ça. Toi, tu es chef d'État suprême de l'armée, mais tu n'as pas appris la technique de la guerre. Ils t'ont voté. Est-ce que tu as fait études de guerre? Tu es président tout simplement, oui. Mais lui qui est militaire, là, lui qui a fait des études pour la guerre, il te dit on ne peut pas. Et toi tu dis c'est un traître, c'est un traître. Bon, ceux qui ne sont pas des traîtres, là, ils ont fait là, où ils sont arrivés où? Il y a d'autres qui étaient obligés de se cacher dans la maison des femmes, les Dobo Blé là. Ils sont allés dans la maison de leurs copines, regardez-moi ça. D'autres étaient les abbayes. Ils étaient obligés de fuir pour aller au Ghana. Ils sont allés les cueillir là-bas, on dirait papa et non mûr. D'autres étaient obligés, vraiment, c'est pas la peine quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand un général, je pense qu'Alassane ne fera pas ces mêmes bêtises que Gbagbo a fait. Vous avez des généraux qui sont autour de vous. Lorsque vous voulez faire quelque chose, et qu'un général qui a été à l'école, qui a appris la technique de la guerre, qui voit les matériels dont il dispose, et qui regarde, et il regarde en face, et dit, ah, monsieur le président, on ne peut pas. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose que moi-même je sais que je vais perdre d'avance. Je rends démission. N'accusez pas ce dernier d'être un traître. Non, il sait de quoi il parle. Donc on ne lui traite pas de traître. Tenez compte de ses propos. Et côté Babou, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils sont toujours dans les émotions. Quand on leur dit la vérité, ils pensent que tu es un traître. Tu leur dis ceci, oh tu es un traître, tu es un traître. Eux, ils voient la traîtrise de partout. Et c'est un mal pour eux. Tant qu'ils ne comprendront jamais cela, mais ils vont faire n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'ils font avec Afi. Ils ne comprennent pas la stratégie d'Afi. Afi est un traître, c'est un traître. Bon, quand on leur demande, Afi a fait quoi? Et puis il est traître. Mais vous ne voyez pas, si on veut parler de ça, on ne peut pas quitter ici. Mais on ne peut pas quitter où? Bon, il faut parler de ça, il ne faut pas quitter ici, mais on veut comprendre. Ils ne peuvent même pas dire ce qu'Afi a fait et puis ils disent qu'il est traître. Toujours il est traître, mais ils sont... Depuis, est-ce que vous voyez, depuis qu'ils accusent Afi, avez-vous vu un responsable je pense que vous êtes assez mûr, vous êtes intelligent. Avez-vous vu un responsable du FPI se lever pour montrer, preuve par preuve, je dis bien preuve, avec des gros tests, où Afi a fait certaines choses dont on lui reproche. Afi, voici ce que tu as fait, voici des tests à l'appui, des vidéos à l'appui, pour montrer ça au peuple. Montrer ça à la nation et au monde entier. Voici ce qu'Afi a fait. Voilà pourquoi on dit les traites. Non, ils ne font jamais ça. C'est un traître, c'est un traître. Vous accusez, c'est comme ça qu'ils ont fait pour Alassane. Alassane a créé rébellion. Alassane est un terroriste. Bon, on dit, bon, montrez-nous des preuves accablantes qui attestent que Alassane a financé la rébellion et qu'Alassane est un terroriste. Ils sont incapables. Oh, c'est Alassane. Bon.
Tu vas beau accuser, oui, on a compris, tu dis c'est lui, mais quelles sont les preuves? C'est comme ça la CPI, on dit, oh, Gbagbo, Gbagbo, bon. Ils ont amené des témoins, on dit montrer des preuves, et les témoins n'ont pas été capables d'apporter des preuves. C'est ça le problème des Ivoiriens en fait. Ils accusent, mais quand on leur demande d'apporter des preuves, ils sont incapables. Oh, c'est lui, bon, c'est lui. Tout le monde a compris, apporte des preuves, ils sont incapables d'apporter des preuves. Mais quels sont ces gens-là? Vous êtes comment? Nous, Ivoiriens, on est comment? Tu accuses, quand tu dis, bon, apporte, vous savez, les Blancs, ils ne sont pas gaou, hein. Quand tu dis c'est quelqu'un, il apporte des preuves. C'est comme quelqu'un qui t'accuse d'avoir fait ceci, cela. Mais il faudrait que tu apportes des preuves. Les juges, ce n'est pas des petits cuyons quand même. C'est nous, population, les politiciens peuvent manipuler. Mais quand tu arrives devant un juge, tu arrives devant des intellectuels, ce ne sont pas des gens qui sont poussés par les émotions, qui vont t'écouter parce que tu es accusé, sans aucune preuve. Et puis bon, ils vont dire oui, tu as raison parce que tu es accusé. Ce n'est pas comme ça se passe. Il faudrait qu'il y ait des preuves tangibles qui accompagnent tes accusations. Est-ce que vous comprenez? Donc, quitter dans ça, je pense que Gbagbo, il devrait se réconcilier avec Afi. Tous les radicaux devraient se réconcilier avec Afi. Quand vous dites que Gbagbo est un homme de paix, ça montre qu'il n'a jamais été homme de paix. C'est ce que je disais au début de ma vidéo. Contre Afi, il n'a même pas montré signe de paix. Il est dans un signe de radicalisation, qui ne veut rien savoir, qui n'a même pas appris les leçons du passé. Et tout ça, chacun suit sa position et ils ne tiennent pas compte du peuple. C'est ça, je dis, qu'en 2020, j'espère que la sagesse va habiter ces gens-là. Et qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils font, leur connerie là, qu'ils font soi-disant politique. Vous ne faites pas la politique. Hein. Vous êtes là, faites des bêtises en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la politique que vous faites. Vous faites des conneries. Je dis bien conneries. On n'appelle pas ça la politique. Un politicien, c'est quelqu'un qui comprend la lecture du jeu sur le terrain. C'est quelqu'un qui tient compte de son peuple. C'est quelqu'un qui voit les intérêts globaux de sa nation et non les intérêts de son ventre. Lorsque tu penses à ton ventre uniquement et tu es là, tu fais croire aux gens que tu fais la politique, tu ne fais plus la politique. Tu es un voyou notoire, un idiocrate. Tu n'es plus un démocrate, mais tu deviens un idiocrate. Je pense que en Côte d'Ivoire, les gens devraient reculer et revoir leur démarche politique afin d'améliorer un peu leur pensée, leur vision, leur philosophie politique. Si vous êtes dans ça, je pense que ce n'est pas normal. Côté RHDP aussi, je pense qu'Alassane ne va pas faire les mêmes bêtises que les autres ont fait dans le passé. Parce que ce slogan, tout est bouclé, verrouillé et tout, ça envoie problème. Verrouillé, bloqué. Quand tu nourris ces gens de pensée d'avance, avant que le match, c'est-à-dire avant que la finale ne se joue, et que dans ta tête, tu penses que tu as déjà gagné. Et lorsque tu perds, tu n'acceptes pas ta défaite. C'est ça le vrai problème des Noirs. C'est-à-dire quand on met dans ta tête pendant longtemps, on dit non, tu as gagné. Ce n'est plus la peine. Il ne faut plus aller aux élections. Tu as déjà un truc comme le président. Et le jour où tu perds, là, tu n'acceptes pas la défaite. Tu dis c'est blanc, c'est foutaise. Je n'ai pas perdu. Parce que dans ta tête, tu as cru être l'imbattable. Tu as cru être le champion. Et le jour J arrive, on dit non, tu as perdu. Tu ne cautionnes pas ça. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour rester là. Et c'est ça. Les militants aussi, parce que ce slogan, c'est bouclé, c'est verrouillé. Ne mettez pas ça dans les têtes des fidèles, des militants, des sympathisants. Parce que le fait de mettre ça dans leur tête, je ne dis pas que le RHDP n'a qu'à perdre. Je ne dis pas aussi que le RHDP n'a qu'à gagner. Peu importe. Le peuple ivoirien saura qui voter en 2020. Le peuple ivoirien saura qui mettre au sommet de son État, de sa nation, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Mais le fait de voir des politiciens fabriquer des slogans et nourrir leurs fidèles de ces slogans, ça pousse les fidèles à devenir des radicaux, à devenir des hors-la-loi, à devenir des gens
capables de semer des troubles lorsque leur leader perd. Ils n'acceptent pas ça parce que leur leader leur a fait croire qu'ils étaient des champions, qu'ils n'allaient jamais perdre. C'est ça qui a été le cas de Gbagbo. C'est comment on est sur le terrain. Gbagbo, on ne va plus voter. Hey, on ne va plus voter. Hey. Ils ont chanté ces genres de sons et nous-mêmes, on avait battu campagne à Makori. On dit, Gbagbo, mais il ne faut plus aller. On ne va plus voter parce qu'il a déjà gagné. Et en 2010, quand Alassane a dit qu'il avait gagné, nous on dit non, Gbagbo ne peut pas perdre. Au quartier déjà, les bagarres avaient déjà commencé. Parce que dans nos têtes, on se disait que Gbagbo n'allait jamais perdre. Parce qu'on a battu campagne, ils nous ont dit que même s'il ne partait pas, il ne se présentait pas, il était toujours président parce qu'il n'allait jamais perdre. Eux, on avait nourri ces mêmes idées pendant longtemps. Donc on se disait que, quel que soit Alpha, notre candidat allait gagner. Et cela a poussé des jeunes Ivoiriens à devenir des radicaux, des pro-Gbagbo, à ne pas voir la réalité du terrain. Que ce soit coalition RDR, PDCI, des gens n'ont pas accepté. Ils ont dit que ce soit coalition, même que ce soit 4 grands partis qui fassent en coalition, Gbagbo allait toujours gagner. Et des gens nourrissent ces pensées-là. C'est ça qui vient du côté du RADP. Ils sont là nourris des pensées pour dire c'est bouclé, c'est géré et tout. C'est vissé, c'est cimenté, goudronné. Donc, les gens, ils vont nourrir ces pensées là-haut. Et qu'en 2020, on dit bon, par malheur, voici la situation est défavorable envers le RADP. Vous pensez que les militants et militantes du RADP vont accepter cela? Ils vont dire que le RADP a gagné le RADP et cela va engendrer un chaos national. Donc je demande au patron, c'est-à-dire au leader politique, de mettre un peu d'eau dans leur vin et d'enlever ces slogans dans leur démarche politique pour ne pas vraiment mettre ce virus dans les corps de leurs militants. Parce que ces virus peuvent engendrer des maladies graves et ces maladies peuvent causer la mort du peuple ivoirien et le chaos dans notre nation. Au lieu de dire c'est bouclé, c'est géré là, je préfère que vous travaillez sur le terrain, que vous sensibilisez les gens, que vous aidez les jeunes. C'est en faisant cela que les gens sauront. Ce n'est pas à vous de vous faire des éloges. C'est à la jeunesse de savoir qui est bien et qui n'est pas bien. C'est sur on dit, c'est sur le mur on voit le bon maçon. C'est en étant en face des réalités que les gens sauront. Mais si tu n'aides pas, je vois que Alassane il fait beaucoup, il crée des trucs, mais les gens ils disent ils ont faim. Bon, quand les gens disent qu'ils ont faim, faites un peu de social. Du social plutôt, faites un peu du social pour essayer d'apporter quelque chose. Quand ils disent ils ont faim, mais vous voyez, les cultivateurs, les trucs, augmenter le prix du cacao, café, anacarde et tout. Et ceux-là, si les kilos sont bien achetés, ils peuvent aussi nourrir leurs enfants qui sont en ville ou bien dans les villages. Et vous verrez que ces gens-là, ils ne vont plus dire on a faim, ils ne vont plus parler de faim. Parce qu'ils vont manger à leur faim. Leurs parents seront capables dorénavant de les soutenir. Mais si papa, au village là-bas, il n'a rien. Il est planteur de cacao, planteur de café, palmier à huile, anacarde et tout. L'année finie, il n'a rien dans ses poches. Il est incapable de donner à son enfant. Et l'enfant même qui est en ville, il ne travaille même pas. Et tout. C'est lui maintenant qui doit soutenir papa et maman, ses soeurs, ses frères. Mais il est obligé d'aller voler. Voilà pourquoi les microbes se multiplient. Mais lui qui est en ville, si les parents ils se suffisent au village, il ne pense même plus à envoyer de l'argent parce qu'il sait que les parents ont un peu. Donc ils peuvent se débrouiller. Lui, ce qu'il va gagner, il aura le temps d'économiser. Donc ils ne vont plus dire qu'on a faim. Ce n'est pas goudron, ce n'est pas pont, ce n'est pas c'est pas avion, ils ne vont plus parler de ce genre de choses parce qu'ils vont savoir que ils gagnent un peu. Augmenter les prix du kilo de cacao, café, palmier à huile, je ne sais pas, anacarde et tout. Augmenter ça. Et c'est dans ça là, le social aussi va être bien. Tout en construisant le pays, bien sûr.
tout en construisant le pays, parce qu'on ne peut pas faire comme en Europe, où chaque citoyen a au moins, chaque fin du mois, un peu d'argent dans son compte. En Côte d'Ivoire, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc, la seule façon d'aider les citoyens, c'est d'augmenter les trucs, prix de cacao ou bien quelque chose, augmenter ça, comme ça ils seront satisfaits. Hein? Ils seront satisfaits. Au moins, tous ceux qui sont en ville, là, ils ont des parents qui ont au moins un champ quelque part. Hein? Mais si ton parent n'a pas champ, là, il travaille dans le champ de quelqu'un. Et si le kilo est bien payé, ton papa qui est à Boussan, dans le champ de quelqu'un, là, lui aussi, il va gagner. Et quand il va gagner, il est capable aussi de te soutenir. Tout ça, là, ça fait partie du social. Donc, je pense que Côte d'Ivoire, RADP, Soré. Je ne suis pas là pour des vues, mon frère. Que tu me voies ou pas, tu peux même te désabonner de ma chaîne. Hein. Je n'ai même pas besoin de qui que ce soit. Soit tu viens écouter, voilà, tu acceptes. Tu ne veux pas écouter, mais tu peux aller regarder ailleurs. Je pense que j'ai été clair. Je ne t'ai pas envoyé ici. C'est pas vu qui me nourrit. Tu as regardé ou tu n'as pas regardé, je vais manger, je vais dormir. Je pense que je suis clair. Voilà. Donc, ciao, ciao, c'était l'incontournable guerre complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Que la sagesse habite nos hommes politiques en ensemble.